Bon, on va démarrer, ça va faire venir les retardataires. Donc la table ronde qui va avoir lieu a pour thème le EMI hors temps scolaire. Alors l'idée, c'est de donner la parole à ceux qui accompagnent les jeunes. C'est pas d'approfondir tel ou tel projet, mais plutôt de présenter une approche théorique et de partager les points de vue. Je vais vous demander d'accueillir 3 porteurs d'expérience qui interviennent à la fois en temps scolaire et hors temps scolaire. Merci à Lucille Berland, Marlène Asson et Christophe Doré de bien vouloir me rejoindre sur cette scène et de les accueillir. Installez-vous. Alors, il nous manque Lucille, que j'ai vue tout à l'heure, mais qui ne va pas tarder à arriver. Alors, une table ronde qui va durer 1 heure, pendant laquelle vous pourrez interagir. On n'attendra pas l'issue de celle-ci, c'est les sujets qui vont être abordés pendant cette table ronde. N'hésitez pas à ce moment-là à vous manifester. On a Nathalie qui est dans la salle, qui viendra vers vous et qui vous proposera le micro. Hein, l'idée, c'est d'avoir cette heure d'échange et d'interaction avec nos 3 porteurs nos 3 conférenciers. Alors, je vais commencer par Lucille. Bonjour Lucille. Pour vous présenter, je vous laisse prendre un micro, ça va être plus facile pour qu'on vous entende. Lucille, vous êtes journaliste indépendante, presse TV et presse écrite, et vous êtes la cofondatrice de Fake Off, qui est... Alors, il n'y a pas le micro qui fonctionne, il n'y a pas... Si, non, mais c'est l'ingénieur du son qui va prendre la main, vous inquiétez pas. Donc, je disais, vous êtes la cofondatrice de Fake Off, qui est une association de journalistes. Vous vous engagez contre la désinformation de masse chez les jeunes et vous tâchez de développer l'esprit critique. Alors racontez-nous la genèse de Fake Off. Alors bonjour à tous. Pas évident de débarquer dans un contexte où il y a énormément d'interlocuteurs brillants et qui ont énormément d'expérience. Nous, on est un peu des petits nouveaux. Donc on s'inspire, c'est vraiment très inspirant. Merci encore à l'organisation parce que c'est des lieux où on peut créer justement ce que disait Amandine juste avant, des convergences, des collaborations, s'inspirer les uns les autres, créer des partenariats. Et c'est hyper important ces espaces-là, on ne les a pas assez. Donc vraiment merci à Emidia pour ça. Donc Fake Off, en gros, on s'est monté... c'est avec des collègues journalistes au départ, du constat qu'on est nombreux à faire dans le milieu du journalisme, qui était le délitement de ce lien de confiance avec le public, donc une défiance grandissante à travers les années qui se confirment dans tous les sondages, etc. Et on se disait, il faut qu'on sorte de nos rédactions, il faut qu'on aille voir les gens, il faut qu'on aille montrer qu'on est des gens comme tout le monde, qu'un journaliste, c'est pas que les présentateurs de JT qui gagnent 30 000 € par mois, c'est aussi plein de gens comme vous et moi qui bossent pas que à Paris, aussi partout en région, notamment en presse quotidienne régionale, avec plein de parcours différents, plein de profils différents, que derrière un journaliste, pareil, c'est pas que les figures de proue qu'on voit et les éditorialistes qui sont en plateau, il y a tout un tas de types de journalistes différents. Et aller se confronter aussi à la critique, aller se confronter aux critiques légitimes qui peuvent être faites de l'exercice médiatique, se remettre en question, réinterroger ses pratiques et faire de la critique média, mais que les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on n'intervient pas qu'en milieu scolaire, justement, on est là pour en parler, que les adultes aussi entendent de la bouche de journalistes que nous-mêmes ne cautionnons pas tout ce qui s'y passe, que nous-mêmes pouvons nous remettre en question, que nous-mêmes, voilà, il y a une critique légitime à faire des médias, et c'est aussi ça l'éducation aux médias, et donc ça a une portée particulière quand ils l'entendent de la bouche de journalistes. Donc nous, on s'est créé en collectif et on a vivoté pendant 1 an, 2 ans, mais on s'est vraiment créé en structure en 2018. Et donc, depuis, on a touché à peu près 18 000 bénéficiaires, 18 000 jeunes ou adultes en milieu scolaire ou hors scolaire. Le gros de notre activité se passe dans le cadre scolaire, mais on intervient aussi dans tout un tas de structures, des maisons de quartier, centres sociaux, médiathèques, bibliothèques, en prison aussi, on en parlera tout à l'heure, peut-être plus dans l'intervention de cet après-midi en présentation de projet. Mais voilà, dans tout un tas de structures, et on essaye de co-construire aussi les programmes, les parcours avec les interlocuteurs et avec les professionnels sur place. On n'arrive pas avec une idée préconçue et dans une idée très verticale de ce qu'il faudrait faire, et du journaliste qui est dans une espèce de défense corporatiste du métier. On arrive en essayant d'être humble, d'être à l'écoute et d'être dans le partage.
sans tabou avec les jeunes, en leur disant qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent sur le métier de journaliste, et ils en ont beaucoup. Et en les mettant évidemment en pratique par différents ateliers. On a aussi beaucoup d'ateliers de production, télé, radio, presse écrite. Donc voilà, on a tout un tas de supports, on pourra revenir dessus, mais en gros voilà. Et aujourd'hui on est une quarantaine, cinquantaine de membres actifs à FECOF, et donc on intervient un peu partout en France, mais l'essentiel, le gros de notre activité, ça reste quand même Paris et Île-de-France. Voilà. Vos interventions auprès de jeunes, ce public dont vous parliez un peu plus vulnérable, en quoi elles sont différentes ? C'est hyper difficile à dire, elles sont différentes par plein d'aspects, mais donc il faut vraiment que je me focalise sur le champ hors scolaire. Or, nous, à FECOF, c'est vrai que la majorité de ce qu'on fait, c'est en champ scolaire. Mais quand on est dans d'autres types d'activités, déjà, avec d'autres types de publics, déjà, il y a un gros travail en amont. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup moins en format scolaire. Un gros travail en amont d'échange avec les structures, d'échange avec les professionnels qui, eux, sont au contact de ces jeunes ou moins jeunes, mais à parcours particulier ou à besoins spécifiques. Il y a beaucoup plus de travail en amont, évidemment, pour essayer de comprendre ces jeunes, comprendre les besoins, comprendre les attentes de leurs encadrants, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, quelles sont les spécificités, mais même sur des aspects très très pratiques de ce public-là. Donc il y a plus de travail en amont, et puis dans l'approche, évidemment, le jour J et en séance avec eux, c'est une approche aussi différente. Il y a quelques aspects qui ont été abordés par Amandine un peu avant sur la pédagogie ou sur le fait de décloisonner un peu les pratiques, le fait d'aller sur des approches parfois très pratiques, moins théoriques, avec certains publics, ou par exemple rester assis sur une chaise devant un écran pendant 2 heures, c'est compliqué en termes d'attention, etc. Donc voilà, il y a plein de petits outils, de choses à mettre en place. On pourra l'évoquer un peu plus longuement, et notamment Christophe. Merci Lucille. Alors à vos côtés, Marlène Asson, bonjour. Alors, je vous laisse prendre le micro. Vous avez chacun un micro disponible, comme ça vous permet aussi d'interagir entre vous. Alors Marlène, vous représentez la Fabrique Média. C'est un collectif qui est basé à Grenoble, qui regroupe des intervenantes professionnelles. Alors ce ne sont que des femmes. Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est pas ouvert à ces messieurs? Non, je vous taquine. Non, je pense qu'il y a une certaine homophilie de pratique, et aussi parce qu'on se connaissait toutes de nos pratiques précédentes, en tout cas créatives ou professionnelles. Donc c'est vraiment, on est tout à fait ouverte à accueillir des hommes. En tout cas, ça ne s'est juste pour l'instant pas encore fait. Pas encore, le message est passé. Donc, vous organisez à la fois des formations et des ateliers au sein de la Fabrique Média. Je tiens à préciser, c'est important, que c'est pour toutes, c'est votre activité secondaire. Donc, c'est vraiment que vous êtes investi dans ce projet à côté de vos métiers respectifs. Notamment pour vous, quel est votre métier ? Alors moi, du coup, je suis intervenante dans mon vrai métier, avec tous les guillemets du monde, en salariat à la Maison de l'Image, qui est un organisme de formation en éducation aux images, et il se trouve que je fais la même chose qu'à la Fabrique Média, à savoir que je suis intervenante en milieu scolaire et extrascolaire au niveau des ateliers de création et des formations aux images, aux médias numériques, et principalement en vidéo et en réseaux sociaux, il se trouve. Et il se trouve que c'est une activité que je faisais du coup en indépendante avant et toujours maintenant à la Fabrique Média, du coup parmi mon collectif. Alors dans ce collectif, quel type de métier on retrouve? Donc il y a le vôtre, vous venez de l'expliquer, on a des journalistes de presse écrite. On a du coup on a une représentation de la plupart des métiers de la création, de l'image et du son. Il se trouve qu'on est toutes du coup des créatrices à la base. Moi je viens de la communication, donc création web, création graphique, création vidéo, un peu hybride. On a des vidéastes documentaires, vidéastes de fiction. On a des créatrices sonores au niveau des podcasts et de la programmation radio. On a des créatrices de bandes dessinées et de bandes défilées numériques. On a également des wikimédiennes. On a du coup on a du coup des personnes qui sont investies du coup dans la modération et la création sur Wikipédia, donc soit au niveau de l'animation de réseau de la communauté Wikimédia, du coup qui est la fondation qui gère Wikipédia, ou dans la structuration d'actions de formation, c'est-à-dire que on a du coup des personnes dans notre collectif qui peuvent faire de la formation à la contribution sur Wikipédia. Et pour nous, ça fait également partie de l'éducation aux médias, étant donné que Wikipédia est un des grands référents
voilà, de L'information. l'information. On est d'accord. Voilà. Dans les choses que j'ai notées, il y a quelque chose qui est ressorti. Vous m'avez dit l'idée, c'est de faire créer. C'est un peu la raison d'être de ce collectif. Tout à fait. Nous faisions déjà en fait, individuellement, nous faisions des actions de médiation artistique et culturelle auprès de différents publics de notre côté. Et il se trouve que c'est quelque chose que nous partageons, donc une appétence pour la création, une appétence pour la médiation et une appétence pour la fiction, comme je l'avais un petit peu développé hier. Et du coup, ce collectif est né d'une envie de mutualiser les ressources, les réseaux et la créativité elle-même pour, du coup, transmettre cette curiosité et cette envie de créer qui nous paraît fondamentale dans l'exploration de thématiques aussi complexes, en tout cas, que l'éducation aux médias. Alors, sachant qu'à la base, nous n'étions pas dans l'éducation aux médias, c'est quelque chose vers lequel nous avons un peu naturellement gravité après avoir découvert que ça existait assez récemment, finalement. Nous faisions des actions de médiation, de création, d'accompagnement à l'éducation artistique et culturelle, principalement, de la création de fiction. Et en fait, on faisait déjà un peu d'EMI sans le savoir, dans la manière de transmettre, dans les sujets abordés. Et du coup, nous avons découvert l'EMI, nous sommes formés pour la plupart, et nous avons du coup commencé à découvrir la pluralité des actions, des acteurs et des différents niveaux d'échelle que l'EMI peut atteindre. Et donc c'est là qu'on a commencé à, du coup, en 2021, vraiment développer tout un secteur d'activité dans l'EMI. Parfait. À vos côtés, Christophe. Bonjour Christophe Doré, vous êtes responsable des interventions. Vous êtes également intervenant et formateur au sein de Fréquence École, qui est un collectif d'experts du numérique. En gros, c'est une association d'éducation aux médias et au numérique, c'est ça ? Tout à fait, c'est une association reconnue d'intérêt général depuis une trentaine d'années. Pour vous expliquer un petit peu notre positionnement par rapport à ça, il y a 30 ans, c'est un projet parallèle à une radio associative, puisqu'il y a 30 ans, la radio était le média des jeunes, et donc on s'appuyait sur Radio Pluriel dans l'agglomération lyonnaise pour faire de la radio aux jeunes. Je ne vais pas revenir sur l'apport de produire des contenus, parce que c'est un peu le sujet de tout ce qu'on est en train de faire là. Et puis, au tournant des années 2000, sont apparus les médias numériques, qui sont devenus sociaux par la suite, mais ils ont d'abord été numériques avant d'être sociaux, c'est intéressant de le garder à l'esprit. Et on a constaté, et vraiment je tiens à citer Dory Bruyas, notre directrice, qui a eu cette vision, qui a compris que ça allait exponentialiser, je ne suis pas sûr que ce soit un mot qui existe, mais vous me permettrez de l'utiliser, que ça allait vraiment faire exploser et les usages et les problématiques qui peuvent y être liées. Et donc, au fur et à mesure, on s'est dirigé vers l'éducation aux médias, ça ne change pas. L'éducation au numérique, c'est important pour pouvoir aborder le troisième volet, l'éducation aux médias numériques. Pour faire de l'éducation aux médias numériques, être journaliste, ça ne suffit pas. Moi, à l'origine, je suis journaliste, Dory est journaliste, les plus anciens dans l'association sont journalistes, mais pour pouvoir, par exemple, expliquer l'algorithmie, et l'algorithmie pour les médias numériques, c'est fondamental, un journaliste presse écrite formé à l'ancienne, je peux vous dire qu'on n'y panne pas grand-chose. Ce qui marche bien pour expliquer l'algorithmie, par exemple, c'est la robotique. C'est programmer des robots. Et donc, pour pouvoir aborder l'algorithmie avec le plus grand nombre possible de publics et la grande variété de publics, on a commencé à faire rentrer d'autres profils, alors donc des roboticiens, des ingénieurs, des gens qui font de la création graphique, etc. Ce qui nous amène maintenant à être une petite équipe d'une dizaine de salariés, parce que moi c'est un full-time job, comme dirait l'autre. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais à temps complet, pour pouvoir à la fois concevoir, produire et proposer des parcours qui nous semblent adaptés aux problématiques, ou pas, en tout cas aux usages plutôt qu'aux problématiques, aux usages actuels. Je tiens à préciser que si Fréquence École est aujourd'hui représentée par un garçon, ça n'est pas représentatif de la sociologie de Fréquence École, qui est très 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 féminin. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous étonniez du fait que ce soit très féminin. Les métiers de l'enseignement sont féminins, l'assistance est féminine. Alors bon, ça pourrait être un champ intéressant, mais en l'occurrence, quand même, on sait que, par exemple, dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de femmes. Pour revenir au champ, au hors-champ scolaire, alors là, ça va être un vrai boulot de ta part, Karine. Chez Fréquence École, ça recouvre énormément de choses. On va partir du périscolaire, pas tout à fait scolaire, mais un petit peu quand même, donc périscolaire avec les petits, tout ce qui est EducPop, MJC, centres sociaux, etc. L'événementiel, puisque chaque année on organise un grand événement, les 25, 26 et 27 novembre à Lyon, super demain, vous êtes conviés bien évidemment, donc l'événementiel, et puis au-delà, évidemment aussi les parents.
ça c'est pour l'instant, on n'a pas énormément parlé, mais moi dans le hors-champ scolaire, je fais rentrer les parents, les médiathécaires, enfin bref, il y a beaucoup de sens qu'on peut donner au hors-champ scolaire. Quand on parle en plus des publics à besoins spécifiques, là, pareil, je ne vais pas forcément insister parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a beaucoup de typologies de publics et d'usages. Donc le hors-champ scolaire, en fait, c'est une définition par défaut. On sait ce que ça n'est pas, mais on ne sait pas réellement ce que c'est. Bon, bien résumé. À tous les trois, alors après, vous intervenez de manière interactive. Vos organisations, est-ce qu'elles proposent des projets différents, que ce soit dans le temps scolaire ou hors temps scolaire? Et si oui, pourquoi? Oh, pas trop de politesse, allez-y, je vous en prie, Marlène. La différence, je trouve qu'on a dans nos propositions en temps scolaire et hors temps scolaire, c'est qu'il y a en tout cas une demande ou un enjeu de rendre ça très ludique dans le hors scolaire, étant donné qu'on est sur des temps volontaires pour la plupart, on va dire au niveau des parents, au niveau des enfants ou même au niveau des adultes qui participent à nos actions. Ça doit être du coup des actions qui sont construites pour être pour donner envie à la base de venir, et puis du coup l'enjeu principal, c'est que les participants passent un bon moment. S'ils apprennent quelque chose accidentellement, tant mieux, mais le but principal et l'enjeu principal, déjà, c'est de les faire venir. Et donc, pour les faire venir, il faut que l'atelier ne soit pas dogmatique, il ne faut pas que ce soit descendant, il ne faut pas que ce soit alarmant. En tout cas, là-dessus, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment dans la plupart de nos actions, mais en particulier dans le hors scolaire. Après, peut-être pour vous, ce sera différent, mais dans le hors scolaire, on a aussi plus de mal à faire des choses sur le temps long, attraper les publics de manière régulière ou sur le temps long. Donc, ça va être principalement des actions ponctuelles ou des rendez-vous qui s'ils sont réguliers, en tout cas, n'ont pas les mêmes publics. Donc, ça se structure différemment au niveau de ce qu'on peut faire. Alors, à destination des champs hors scolaires, on est un petit peu aux deux extrêmes. C'est-à-dire que en milieu scolaire, les interventions sont très calibrées, très standardisées. Ça répond aussi aux besoins. Il faut pouvoir les caler rapidement, il faut pouvoir les animer de façon fluide. Hors temps scolaire, on va avoir des capsules de 45 minutes, mais on peut aussi aller sur des parcours de 3 fois 3 heures quand il y a suffisamment de budget et de temps disponible. Donc ça, c'est une première différence. En scolaire, on est beaucoup en mode discussion, débat, avec très peu d'infrastructures matérielles. Hein. On arrive avec la clé USB, on colle ça sur l'ordinateur et c'est parti. Le hors scolaire, à la fois pour que ce soit plus attrayant, mais aussi pour qu'on puisse aborder d'autres choses, c'est souvent assez différent. Donc, il y a notamment ce que nous, on a développé pour faire de l'éducation au numérique, sans numérique. Qu'on appelle des archipels de médiation. Il faut imaginer des sortes de tables en bois sur lesquelles on positionne des panneaux de médiation avec des activités, des jeux de classement, des quiz comme ça, et qui permettent via un parcours en 5-6 étapes d'aborder les différentes facettes d'une même problématique. C'est quoi le réseau internet, c'est quoi l'identité numérique, ce genre de choses. Donc ça, on l'utilise beaucoup en milieu événementiel, puisque ça permet aussi de faire du flux, d'accueillir des gens en permanence. Et puis c'est dans les milieux hors scolaires que nous, on continue quand même à faire des ateliers de production. Deux principalement, un qui s'appelle Ma Petite Agence et qui vise à montrer comment sont construites les images publicitaires, et un autre qui, alors là pour le coup c'est le best-seller du hors scolaire, qui s'appelle YouTuber, où on fait faire une vidéo à la façon des youtubeurs avec toute la démarche en amont. Alors on n'a pas toujours les 9 heures qui sont nécessaires pour tout écrire en amont, pour aborder l'algorithme de recommandation, le modèle économique du YouTube et du youtubeur et ce genre de choses. Donc, ce sont vraiment les interventions qui sont les plus extrêmes d'un côté ou de l'autre, avec les publics les plus diversifiés. Ça peut arriver qu'on adapte un format standard au milieu hors scolaire, et là la vraie différence c'est dans la préparation en amont, réussir à bien faire le diagnostic avec les personnes qui nous appellent, et puis surtout la capacité de l'intervenant ou de l'intervenante à s'adapter en temps réel. En général, c'est la fin du parcours de formation chez Fréquence École. Les gens commencent par faire du scolaire, c'est limite standard, et ensuite, quand ils ont pris de la bouteille, qu'ils ont pris de l'assurance, eh ben, on va pouvoir les envoyer en hors scolaire avec aussi la capacité in situ à se dire, ok, avec tel public, en fait, je vais faire l'impasse là-dessus, parce que ce qui est important, c'est d'arriver au bout, donc je chante quelques étapes. Donc c'est beaucoup de souplesse, et puis aussi de l'écoute.
la capacité de se mettre au niveau des publics, parce que encore une fois, pour l'instant, on parle des publics, il y en a beaucoup dedans, beaucoup de très différents. Donc concrètement, c'est ça les principales différences, le besoin des intervenants de pouvoir s'adapter, et puis une préparation en amont qui est plus complète. Plus complète. Lucille, vous voulez compléter ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment la prépa en amont et l'adaptation sur le coup, Ouais. parce que justement, il y aura beaucoup plus la palette d'inattendus, est bien plus grande hors champ scolaire qu'en champ scolaire, c'est beaucoup moins cadré. Et comme tu le disais au tout début, c'est vrai que c'est pas un public, comme on dit, captif. Les gens ne sont pas là, le public n'est pas là forcément. Justement, en cadre scolaire, il n'est pas là par choix, alors que là, hors cadre scolaire, parfois c'est par choix, mais parfois c'est pas par choix. Et si on veut non seulement les faire venir la première fois, et surtout les faire revenir, ce qui n'est pas toujours évident, il faut vraiment proposer quelque chose de chouette. Et là, le mode projet, pour le coup, est à la fois hyper intéressant et attractif, et en même temps, il est hyper compliqué à gérer. Nous, je sais qu'on a fait pas mal d'interventions à Sevran, donc dans le 93, en Seine-Saint-Denis, et donc avec une association, on s'est appuyé sur une association locale qui s'appelle ID, qui fait beaucoup de choses, qui faisait des choses bien avant nous, et qui a fait appel à nous pour justement des cycles d'intervention. Et en fait, il se trouvait qu'il y a des fois où des intervenants FECOF sont arrivés, il n'y avait personne. Il n'y avait personne ce jour-là. Parfois, ils sont arrivés, ils étaient 9, et parfois, ils sont arrivés le mercredi d'après, et ils étaient 3. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment un challenge. Faut arriver avec, comme tu dis, aussi cette souplesse, cet esprit d'adaptation, et se dire que on fait avec ce qu'on a, avec qui on a. On part beaucoup d'eux, de leurs idées, de quoi t'as envie sur quoi tu as envie de. Alors, bosser, non, on essaye de pas dire bosser, parce qu'ils sont pas là pour bosser, mais qu'est-ce qui te ferait envie, c'est quoi tes passions dans la vie, de quoi tu as envie qu'on parle, sur quoi tu as envie qu'on enquête ensemble, ou est-ce qu'on se ferait pas une vidéo sur ci, sur ça. Et voilà, il faut vraiment partir d'eux et de leurs envies, parce que pour une fois, et d'ailleurs on le voit aussi, c'est ça l'une des différences, j'y pense en parlant, mais dans le cadre scolaire, c'est normal, c'est dirigé, donc c'est assez descendant. Je fais pas des généralités, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même, on va dire, assez descendant, où c'est les profs donc donnent des consignes, il y a une grille, tout est écrit, on va dire, ils sont dans un cadre, c'est assez encadré. Alors que hors champ scolaire, du coup, là on brise un peu ce côté-là, et en fait on part d'eux. On leur dit non, mais en fait là moi je suis là pour toi, et du coup on va partir de toi, et de quoi tu as envie toi. Et on voit qu'il y a aussi... Ça les surprend, ils sont plus acteurs quelque part. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, mais c'est difficile pour eux au début, en fait. Ils ont vachement de mal, généralement, au début, parce qu'ils disent, mais j'en sais rien, je sais pas. Enfin, ils sont un peu perdus. Et c'est ça aussi que ça apprend l'EMI, bien au-delà de plein d'autres choses. C'est aussi les rendre acteurs, faire entendre leur voix. Ils ont le droit de décider, ils ont le droit de dire, ouais, moi, j'ai envie d'aller là-dessus. Et rien que ça, déjà rien que ça, c'est trop chouette. Dans les sondages, on lit souvent que les jeunes présentent le plus haut taux de défiance envers les médias. J'imagine que cette méfiance, elle vous complique un peu à tous la tâche. Vous venez d'en parler, quand ils arrivent, souvent ils sont un peu surpris, ils sont en retrait. Comment vous arrivez à contourner ou à les faire évoluer En fait, je pense que quand on dit défiance envers les médias, on a tendance à penser plus défiance envers les médias de culture légitime. Et c'est là qu'on découvre très rapidement, pour peu qu'on pose des questions ou qu'on découvre la culture des jeunes. Alors j'ai cette chance d'être encore pour quelques années une transfuge de la jeunesse, donc j'ai quelques références un petit peu communes avec eux, mais bon, je vois que ça se délite déjà assez rapidement. Donc la première chose à faire, c'est quand on parle des médias, si on leur parle de nos médias ou des médias de représentation classique, c'est sûr qu'ils vont être dans une défiance préalable, alors que dès qu'on leur parle, en fait, non, bien sûr qu'ils consomment des médias, bien sûr qu'ils consomment la télé, bien sûr qu'ils consomment des vidéos, qu'ils écoutent des podcasts, ils écoutent de la musique, ils écoutent la radio pour la plupart également, ils écoutent juste pas les choses qu'on aimerait qu'ils écoutent. Et c'est là qu'il faut sortir de ça. Nous, moi, la première chose... on part toujours d'eux, comme on disait là-dessus, et en particulier en termes de consommation médiatique. Et ils ont du coup beaucoup plus de choses à dire dès lors qu'ils partent de ça. Et s'il y a bien quelque chose que je pense que vous le ressentez aussi, c'est que nous, on en ressort de ces ateliers en ayant une meilleure connaissance, en découvrant plus de choses, ou plus de personnes, plus de contenu, plus de créateurs et de créatrices que eux, finalement, au cours des ateliers. Effectivement. Alors après, juste
Aussi pour signaler que les statistiques concernant les positions ou les discours des jeunes, c'est quand même à prendre de mon point de vue avec énormément de pincettes, puisque vous allez avoir beaucoup de jeunes qui vont essayer de donner la bonne réponse. Ils vont pas essayer effectivement de dire ce que eux ont compris ou ce que eux ressentent, mais s'ils estiment que, enfin s'ils entendent à longueur de journée les adultes leur dire mais attention les médias ceci cela, ils vont pas arriver en disant non nous on kiffe les médias, évidemment qu'ils vont pas le dire. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que ils sont consommateurs beaucoup de médias. Simplement, effectivement, il y a un distinguo entre le média installé et le média informel, d'une certaine façon, puisqu'avec un téléphone, nous sommes tous des médias à l'heure actuelle. Hein, donc, leur laisser entendre qu'ils ne sont pas utilisateurs de médias, c'est assez cocasse quand on se plaint du temps qu'ils passent sur leur smartphone. Il y a un truc qui est rigolo, là je fais office de vieux, hein, parce que moi je suis même plus jeune honorifique, j'ai passé cette catégorie-là. Il y a 20 ans, quand moi j'ai commencé, on faisait la tournée des collèges et des lycées en portant la critique en bandoulière, en disant doutez, vérifiez, n'ayez pas de confiance absolue et instinctive. Et 20 ans plus tard, alors j'espère que c'est pas parce qu'on a trop bien réussi, mais 20 ans plus tard, on se retrouve dans une situation où on doit quand même laisser entendre que dans une certaine mesure, on devrait faire plus confiance au monde qu'à Jackie du 54. Mais parce qu'ils ont bien compris que les médias avaient des incitations, que les médias ne sont pas des organismes uniquement bienveillants qui doivent la vérité à leur public. Les médias sont des entreprises, on est dans un système, une société marchande, dans un système capitaliste. L'objectif d'une entreprise, c'est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à fonctionner, dans le meilleur des cas, voire même de rémunérer les actionnaires. Et donc ça, ils l'ont bien intégré. Le problème, c'est que cette compréhension du contexte du média, de ses contraintes, de ses objectifs, n'a pas été appliqué aux utilisateurs entre guillemets anonymes, et donc ils ont tendance à se dire bon bah Jackie du 54, je ne perçois pas qu'il veuille diriger le monde, je ne perçois pas qu'il veuille obtenir quelque chose à mon détriment, donc il va être réputé plus honnête que le média installé. Et donc tout l'enjeu de l'éducation aux médias numériques, il peut être là aussi, c'est-à-dire de laisser entendre que quand on publie quelque chose du très important au très anodin, c'est toujours avec un objectif, à minima, le selfie, ce degré zéro de la communication d'une certaine façon. Le selfie, c'est dites-moi que vous m'aimez, dites-moi que vous me trouvez beau ou belle ou quoi que ce soit. Et donc faire comprendre que quand on prend la parole, c'est toujours avec un objectif, toujours avec une attente, et que ça s'applique à tout le monde dans toutes les situations. Oui, Lucille. Oui, pardon, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, sur plein de points. Quand tu dis les médias, effectivement, déjà quand vous posez la question de la défiance vis-à-vis des médias, les médias c'est tout et rien. Enfin, en réalité, ce qu'ils consomment, parfois ils ont l'impression de ne pas consommer des médias, alors qu'en fait, ça dépend de l'acception, de la définition. Déjà, il y a un temps, nous, qu'on passe à essayer avec des plaquettes où on leur projette des choses, lesquels médias vous connaissez ou vous ne connaissez pas, où on fait la distinction évidemment entre les réseaux sociaux, les médias mainstream, dits mainstream, les médias qu'on leur place, qui sont déjà bien installés, et les médias aussi indépendants, entre public et privé. C'est des choses qu'ils n'ont pas forcément en tête. Qu'est-ce que ça peut changer? On a beaucoup de questions sur, mais du coup, quels sont les médias les plus indépendants? Est-ce que quand on est public, du coup, est-ce qu'on ne protège pas le gouvernement? Est-ce qu'on n'a pas des consignes pour dire que Macron, il est génial? Est-ce que privé? Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est drôle, en classe, on a beaucoup plus de défiance, alors que chez les adultes, c'est plutôt l'inverse, la tendance qu'on a observée. Vous me direz si c'est pareil chez vous, mais chez les adultes, on a plutôt l'idée que les médias privés seront plus censurés ou seront plus auto-censurés sur les questions des entreprises, des marques, etc., et qu'il y aura plus de liberté de parole dans le public. Et les élèves, il y a plutôt une défiance vis-à-vis des médias publics, en fait. Ils disent, ils ont leurs références à eux, notamment dans les publics spécifiques, ou des jeunes qui ont des parents qui sont eux-mêmes ou eux-mêmes issus de l'immigration. Ils s'intéressent beaucoup à la politique internationale, ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans d'autres pays, et notamment à des pays d'Afrique. Et du coup, ils ont aussi des références en tête, et ils nous disent, mais du coup, si c'est l'État qui contrôle aussi, en France, si là, vous êtes payé par l'État, à France Télé, à France 2, France 3, ou même Arte, qui peut toucher les subventions, ça veut dire que vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez, et que, du coup, Donc, on est là aussi pour répondre à tout ça, et pour distinguer, essayer de faire le tri entre les fantasmes qu'il peut y avoir et la réalité aussi de certaines choses, de certaines pressions politiques qui peuvent exister. Nous, on est beaucoup à FECOF des journalistes d'investigation, qui est une petite niche, c'est une petite partie des journalistes, mais on travaille beaucoup dans l'investigation. À la base, on travaille tous à côté, c'est une activité
en plus l'EMI, et donc du coup beaucoup d'entre nous ont été confrontés à ces pressions, même aussi directement, donc ça c'est des choses où ils ont des questions là-dessus, et d'avoir des professionnels qui viennent leur raconter ça, justement les profs ou les encadrants, si on parle hors champ scolaire, nous disent que c'est aussi un plus parce que ça démystifie quelque part justement ce côté les médias. Là, ils ont d'un coup en face d'eux quelqu'un qui est un journaliste, qui a une histoire, qui a peut-être subi des pressions ici ou là, ou qui au contraire a une vie très tranquille, qui ressemble pas du tout aux fantasmes qui s'en font, qui ne gagne pas du tout 20 000 € par mois comme tous les présentateurs télé, enfin comme la poignée de présentateurs qui gagnent très très bien leur vie, mais qui peuvent être précaires, qui peuvent galérer, etc. Donc ça démystifie beaucoup de choses et c'est hyper important que il y ait ce débat-là en direct. Et alors, encore une fois, je suis totalement d'accord que il faut pas du tout, tu disais, les journalistes, enfin, être journaliste, ça suffit pas pour faire de l'EMI, mais tu as totalement raison. Évidemment que ça suffit pas du tout et qu'on peut être journaliste et n'avoir aucun sens de la pédagogie et ne pas savoir comment aborder un public ou être dans une relation trop verticale. Donc, d'où l'importance, encore une fois, on le redit et on le redira jamais assez, comme le disait Amandine, de co-construire, d'être dans une complémentarité des démarches des acteurs. S'ils voyaient que des journalistes ou que c'était que des journalistes qui leur parlaient de MI, ben, ce serait qu'une partie du focus, quoi, une mise en lumière par un angle, mais qui voit tout un tas d'autres acteurs, des gens qui viennent leur parler de fiction, des artistes, etc. Bah, c'est hyper important aussi, c'est plein de visions complémentaires, et personne n'a la vérité, comme on dit souvent en EMI, il n'y a pas de vérité, il y a plein de vérités, plein d'angles de vue, plein d'angles d'attaque, et ça aussi, c'est des notions qui comprennent, qu'on travaille en intervention de manière théorique, mais qui comprennent de manière très pratico-pratique en ayant différents professionnels en face d'eux. Qui viennent à eux. On est à la moitié de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce qui vient d'être évoqué? Pas à ce stade. Ah, si je vois, voilà. Rebonjour, vous avez parlé, on parle de l'éducation hors temps scolaire. Il y a un temps hors temps scolaire qui est assez particulier, c'est celui du temps périscolaire, qui est donc soit entre midi et 2, soit juste après la classe, qui est animé par des animateurs socioculturels. Moi, j'aimerais savoir les actions que vous faites en direction de ces professionnels-là, pour que du coup, ils mobilisent ce temps dans ce type de politique. Merci. Alors, je me lance là-dessus parce que j'en ai un tout près. Alors, le périscolaire chez nous, c'est aussi l'occasion de toucher des publics qu'on ne peut pas voir sur les temps scolaires. Les actions périscolaires, elles sont ciblées vers les primaires et plus spécifiquement les cycles 2 et cycles 3. Mais vraiment, les cycles 2, c'est le seul environnement dans lequel on va les rencontrer, on va les toucher. Donc le périscolaire, il sert à ça. C'est un créneau qui est particulièrement délicat quand vous faites de l'éducation numérique parce que, en parlant de numérique, dans l'esprit de beaucoup d'adultes encadrants, vous faites la promotion du numérique à un âge où on peut légitimement considérer que ce n'est pas absolument indispensable, hein, effectivement. Donc ça, c'est délicat. À destination... Non, je vais faire dans l'autre sens. Du coup, l'essentiel de ce qu'on a conçu comme activité pour ces publics-là, c'est de l'éducation, de la sensibilisation au numérique sans numérique. On fait de la donnée avec des cris d'animaux, on fait de l'infrastructure avec des bouts de ficelle, littéralement. On fait des choses comme ça, des petites pastilles qui permettent de sensibiliser à un des aspects du numérique. Le projet qui s'appelle Educonum, il a été déployé dans un premier temps en lien avec la ville de Lyon, qui nous fait intervenir sur différents temps périscolaires. Et l'idée, c'était effectivement de faire de la co-animation. Les cycles, ils sont sur 6 semaines, et nous, on intervient la première semaine en partenariat avec l'animateur. La deuxième semaine, il est en autonomie, on lui a laissé le matériel, on lui a laissé les guides, on l'a briefé, etc. Il le fait en autonomie. Troisième séance, on est là, et ainsi de suite, pour boucler les 6 séances. L'idée étant bien évidemment de faire monter en compétence les animateurs des espaces, enfin des accueils périscolaires, de façon à ce que, idéalement, après un cycle, eh ben, ils sont autonomes, ils n'ont plus besoin de nous. Ça, c'est sur le papier. En réalité, et vous le savez probablement si vous posez la question, en réalité, la durée de vie sur un poste d'accueil périscolaire est très très courte. En général. Alors bon, quand on est au niveau de la direction des accueils de loisirs, les gens peuvent être là relativement longtemps, mais les animateurs de terrain,
quand ils font une année scolaire complète, c'est youpi, quoi. Donc ça veut dire que c'est très difficile d'inciter les employeurs de ces personnes à dire oui, on va consacrer du temps, on va consacrer de l'argent à la formation. Ils nous disent bah ouais, mais ça se trouve dans 3 mois, il est ailleurs. Et donc il n'y a pas suffisamment d'incitation, on va dire, pour pouvoir vraiment les former de façon approfondie. En plus, par là-dessus, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait hier par rapport aux digital natives, les animateurs d'accueil périscolaire sont jeunes. Et pour les directeurs d'accueil périscolaire, qui souvent sont un peu plus âgés, ce jeune qui a réussi à se faire son compte Instagram tout seul, il a le 6e sens numérique, donc il n'y a pas besoin qu'on lui explique quoi que ce soit, il a tout compris, alors que bien évidemment pas du tout. Il y a plein de postures différentes des jeunes adultes sur le numérique, certains qui vont avoir des gros usages personnels, mais qui estiment que pour les petits, il ne faut pas du tout en parler, c'est dangereux. Alors après, il peut y avoir plein de fondations différentes à cette posture-là, mais les animateurs ne sont pas forcément toujours partants pour aller là-dessus. Eux, ils préféreraient organiser des balles aux prisonniers ou des jeux tangibles, standards, bien connus, bien maîtrisés, où on ne les remettra pas en cause parce que vous savez très bien aussi que l'autre catégorie d'acteurs impliqués, ce sont les parents. Et les parents qui disent « ouais, mais vous vous rendez pas compte, il passe déjà 2 heures sur sa tablette à la maison, c'est pas pour, on ne l'envoie pas à l'accueil périscolaire pour rajouter 1h30 de plus, c'est du standard. » Donc voilà un petit peu comment nous, on essaye d'aborder ça. Ça fonctionne, parfois mieux, parfois moins bien, mais au fur et à mesure, on rencontre de plus en plus d'animateurs et on les fait monter en compétences là-dessus. Il y avait une autre question, je crois, derrière. J'ai vu une main se lever, oui. Ah, peut-être que Lucille veut... Oui. Ou Marlène, j'entends. Oui. Assez rapidement, au niveau du périscolaire, nous, on organise principalement de la formation de formateurs, de la formation d'animateurs, sachant que du coup, nous, c'est sur, pour l'instant, des temps qui sont assez courts. Alors imaginez quand on nous demande de faire une formation cartographie, usage et risques et avantages des réseaux sociaux en 3 heures, hein, sans parler du fait de pouvoir également en placer un petit bout sur l'usage des écrans et du numérique. Enfin, voilà, donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait en 3 heures ? On désenclave les freins. C'est vraiment le truc principal. C'est on n'a pas le temps, 3 heures de les former sur quoi que ce soit d'informationnel ou de technique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit pendant 3 heures qu'ils peuvent être curieux, que oui, c'est très compliqué. Nous d'ailleurs, plus on se forme, plus on creuse, plus... Enfin, je pense qu'on est plus... Vous êtes peut-être plusieurs dans la salle. Plus on découvre de choses, enfin, plus on se forme là-dessus, plus ça s'étend. Et du coup, la chose principale à faire, c'est de donner peut-être quelques petites pistes d'outils ou même de rassurer sur le fait qu'on peut parler du numérique sans mettre d'écran, on peut parler d'écran sans parler d'écran, on peut parler de culture numérique sans parler de réseaux sociaux, ou on peut parler des réseaux sociaux sans aller dessus. C'est pour des petits temps courts comme ça, en tout cas, il y a des outils ou des formats qui peuvent être très adaptés, et puis particulièrement cette défiance envers l'outil du smartphone ou envers l'outil des écrans, c'est quelque chose en tout cas qu'on essaye d'user un petit peu, parce que oui, bien sûr, il y a en plus dans des cadres périscolaires des choses qui sont assez cadrées, etc. Mais en tout cas, on peut en parler. Et les enfants, même cycle 2, cycle 3, moi j'ai eu la chance de faire des interventions donc en éducation à l'image plus spécifiquement avec des maternelles et avec des petits de CP. Bien sûr qu'on ne parle pas, on va pas parler bulle de filtre et algorithme avec eux. Par contre, on va parler de l'image. Et déjà ça, on a des premières choses, et déjà, eux, ils ont des questions sur les écrans, parce qu'ils voient leurs parents, de toute manière, sur les écrans toute la journée. Donc, ils ont des questions là-dessus, et on peut déjà en parler avec eux à cet âge-là. Et moi, juste un petit mot pour répondre aussi sur le périscolaire. Je pense à un dispositif qui s'appelle les vacances apprenantes, qui existe. Alors, je vous vois faire... C'est moins périscolaire. Ouais, c'est moins périscolaire, c'est vrai, c'est dans le cadre scolaire, mais c'est sur des temps qui ne sont pas scolaires, et notamment à destination des enfants, des jeunes qui ne partent pas en vacances. Et donc souvent c'est collé, donc soit sur les vacances, soit au tout début des grandes vacances ou à la fin des grandes vacances. Et c'est vrai que c'est des temps... alors moi je me positionne pas sur le fait que c'est bien ou pas bien que ça existe ou etc, mais les fois où on intervient en tout cas dans ces temps-là, c'est vrai que c'est des temps où il y a matière à faire des choses justement en décalage avec le temps scolaire, parce qu'ils sont censés être en vacances, donc il faut surtout pas que ce soit trop scolaire, et où il y a à la fois du coup un peu plus de temps que des inters de 2 ou 3 heures, parce que là on a 1 semaine pour faire un projet et pour monter des choses avec eux, donc là on a plus de temps, et là c'est quand même autre chose, quoi. C'est vrai que pour planter des graines un peu plus sur le long terme, c'est chouette. On va écouter votre question, monsieur. Merci.
Moi, j'avais une question sur justement un des premiers points qui a été discuté sur la défiance des médias un petit peu, que je mettrais un petit peu entre guillemets comme vous. Avec les crises qu'on a eues justement dans cette dernière décennie, on a vu énormément de médias indépendants plus ou moins sérieux et efficaces naître. Et aussi beaucoup de personnes médias, comme l'exemple que vous aviez de Jackie du 54, où tout le monde commence à un petit peu à être son propre média, être suivi, à devenir plus ou moins populaire. Et on a vu aussi l'émergence de néologismes un petit peu pas très gentils envers justement les médias qui essayaient de s'efforcer de donner une information assez qualitative. Et justement, devant cette masse d'informations où tout le monde peut être des fois un petit peu un média, où peut être suivi, plus la défiance qu'il y a autour des médias et des désinformations qui ont pu être réelles des fois de certains médias, comment on fait justement pour un petit peu réenchanter les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on a aussi un gros problème chez beaucoup d'adultes qui vraiment ne croient plus du tout aux médias. Donc comment on peut un peu réenchanter toute la population? Lucille, je vous vois réagir. Oui, alors c'est un questionnement qu'on a en permanence au sein de l'asso et dans différentes assos et collectifs. Et je pense que ça se joue sur plein de jambes à la fois en réalité. Et que ça se règle, il n'y a ni formule magique, ni recette miracle, ni etc. C'est un travail de fond, c'est un problème démocratique global, transverse, et donc ça se joue sur plusieurs jambes. La jambe éducation aux médias, selon moi, hein, je n'ai pas du tout la vérité universelle, mais non seulement la branche éducation aux médias pour recréer de la confiance, parler de ce qu'on fait, des contraintes qui s'appliquent à nous, et justement essayer de démêler le fantasme des vraies contraintes et des vrais cas de censure qui peuvent arriver parfois, ou de l'autocensure, etc., de rentrer dans cette zone grise et cette complexité. Donc il y a la branche éducation aux médias, il y a une branche, moi je fais partie d'un autre collectif qui s'appelle Informer n'est pas un délit, qui est un collectif de journalistes qui se bat pour la protection des lanceurs d'alerte et pour la liberté d'informer, le libre exercice des journalistes, et notamment contre l'hyperconcentration des médias. Pour ceux qui étaient là hier soir, c'est tout un autre combat, mais ceux qui ont vu Média Crash et le débat animé par Edoui Plenel, c'est un combat énorme aussi, et que évidemment, si on laisse les médias se faire broyer, se faire racheter par une poignée d'actionnaires qui sont par ailleurs dans le BTP, dans les télécommunications, dans l'armement, et qui de plus en plus, à l'instar de Vincent Bolloré, se permettent un interventionnisme qui joue très directement, évidemment, sur la confiance que les gens vont porter dans les médias qu'ils ont. Donc, en jouant sur différentes branches, et ensuite, je dirais, à l'intérieur des rédactions, ça peut passer par des syndicats ou par plein de choses, mais à l'intérieur de chaque rédaction, c'est un combat. Il faut savoir que, je veux dire, les journalistes sont inquiets de ça, et nous ne sommes pas, pour beaucoup d'entre nous, complices et ravis que ça se passe comme ça. Cette défiance-là, on la vit tous les jours sur le terrain. On se fait huer, on se fait cracher dessus. Alors, je joue pas les caliméros parce qu'il y a aussi une partie qui est méritée, etc. On peut en discuter, évidemment, et on est là pour ça. Et on est toujours dans une démarche critique et de remise en question. Mais c'est vrai que du coup, on est conscient de cette défiance-là et qu'en jouant, à mon avis, sur plein de jambes comme ça et dans une démarche assez globale, chacun s'engage où il veut, comme il peut. C'est un travail d'hyper longue haleine, c'est extrêmement difficile d'y répondre en 5 minutes, on aurait pu faire 3 heures rien que sur ce thème, mais en tout cas sur la défiance des médias, voilà, ça se résoudra pas en un jour, on a besoin de tout le monde, et je pense que l'une des clés, c'est vraiment, en tout cas pour nous les journalistes, parce qu'il y a aussi tout un tas d'acteurs autour qui peuvent aussi jouer leur rôle, mais nous c'est d'aller dans une démarche d'humilité, dans une démarche de remise en question et dans une démarche où on se présente comme on est, avec les défauts qu'on a, avec les contraintes qui sont les nôtres dans le métier, en expliquant aussi que si on fait de l'info de moins en moins bonne qualité, par exemple, c'est pas tous parce qu'on est soit obnubilé par le buzz ou qu'on adore la polémique, mais peut-être aussi parce que nos boss dans nos rédactions nous demandent d'en faire 3 fois plus des articles dans le même temps, ou 3 fois plus de reportages en 3 fois moins de temps, qu'on est une profession quand même extrêmement précaire pour beaucoup d'entre nous. Il y a de moins en moins de CDI, il y a de plus en plus de piges, de contrats très précaires. Donc voilà, et d'interventionnisme des actionnaires. Donc je pense qu'on a fait l'erreur trop longtemps dans le milieu des journalistes. Vous savez, il y a un truc, et après je conclue, pardon, je monopolise un peu, je fais très vite. Dans le monde des journalismes et dans les écoles de journalisme, il y a un petit truc qui court un peu, qui dit non mais attendez, dans les articles et les trucs quand vous bosserez plus tard, les journalistes ne parlent pas des journalistes. Sous-entendu, on ne parle pas de notre tambouille interne. Je pense que c'était une erreur. On a fait cette erreur-là de penser que, par exemple, quand on avait fait une erreur, et ben, l'étaler sur le grand public, tout le monde allait savoir et que ça allait alimenter la défiance. Non, moi je défends l'idée qu'il faut absolument en parler et expliquer pourquoi on a fait certaines erreurs, pourquoi certaines infos ont été mal recoupées. Ça se fait de plus en plus, pas encore assez, mais ça aussi, dans les rédactions et dans l'exercice qu'on a, nous, chaque journaliste, dans les rédactions, il faut qu'on aille beaucoup plus vers ça, parce que c'est aussi comme ça qu'on va retisser de la confiance.
Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les bénéficiaires hors temps scolaire. Est-ce que vous avez, dans vos différentes expériences et approches, le sentiment qu'ils ont un investissement différent ? Alors, ils ont nécessairement un investissement différent puisqu'effectivement c'est sur la base du volontariat, sur des temps qui sont censés être plus ludiques, ce qui pour le coup pose pas mal de problèmes parce que c'est vrai que quand vous avez une UMJC ou un centre social qui organise une séquence, il va vraiment essayer que tout soit fun. Or, si on veut faire de l'éducation aux médias qui soit performante, on ne peut pas décider que tout sera fun. Parce que, et je fais le lien avec la question auparavant, pour peut-être réduire la mauvaise vision que peut avoir le grand public du métier des journalistes, il faut comprendre que ces journalistes sont soumis à des contraintes économiques, légales, diverses et variées. Et les projets qui, alors ils ont plein de vertus, hein, les projets de produire du contenu en mode de quoi vous voulez parler, eh ben, il manque le levier de la prise en compte de la contrainte. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait de la radio, les jeunes déjà, hein, parce que la mauvaise image des journalistes, c'est un peu comme les politiciens, ça traîne depuis quand même pas mal de temps, peut-être pour les mêmes raisons d'ailleurs. À l'époque, ils avaient compris que le montage, c'était prendre des bouts de phrases et en faire autre chose. Et quand on présente le montage comme ça, on peut tout à fait légitimement se dire que le montage, c'est une technique pour faire dire à quelqu'un autre chose que ce qu'il a dit en interview. Quand vous envoyez un jeune faire de l'interview et il revient avec 10 minutes de son et vous lui dites maintenant il faut que tu fasses tenir en 1 minute 30 parce que 10 minutes personne ne va t'écouter, il expérimente lui-même la contrainte qui consiste à devoir choisir dans ce qui a été dit, ce qui va lui sembler intéressant, ce qui ne va pas lui sembler intéressant. Donc c'est vrai que l'éducation aux médias sans contrainte, c'est chaud, c'est plus de l'éducation culturelle, qui a tout son intérêt, hein, ça je ne remets pas en cause, mais l'éducation aux médias sans contrainte, c'est compliqué, et au risque de ne pas me faire des amis, j'ai envie de vous dire aussi que parfois, se dire que les journalistes sont les mieux placés pour faire de l'éducation aux médias, ça peut sembler tomber sous le sens, mais personnellement, j'en suis pas forcément persuadé. Je vais faire un gros parallèle, mais c'est un petit peu comme demander à McDo de faire de l'éducation à la nutrition. Ils font à manger, effectivement, ils nourrissent du monde, effectivement. Oui, bah, je sais bien que t'es pas contente. Mais même avec toute la bonne volonté du monde, avec toute l'humilité, etc., tu vois quand même les choses du point de vue du journaliste, nécessairement, et donc du coup, ça colore la façon dont tu vas l'aborder, dont tu vas l'expliquer, même si tu veux ne pas te justifier, à un moment ou à un autre, tu vas commencer à le faire. Donc c'est vrai que c'est plein de petits angles, on va dire, dans cette matière-là, dont il faut tenir compte. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai répondu plus à celle du monsieur. Mais Oui, mais il nous reste 15 minutes, j'ai encore 2-3 questions. Donc je laisse Lucille répondre parce que je t'ai vu réagir, ou Marlène. Et non ? Moi, très rapidement, pour rebondir sur le sujet de la contrainte, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on le vit dès qu'on est dans la conception, dans la co-construction avec les acteurs. Il y a plusieurs niveaux de contraintes qui s'appliquent en temps hors scolaire particulièrement. La première chose, en tout cas au premier niveau, c'est qu'en général, et vous l'avez peut-être déjà expérimenté, le coup de fil, c'est sur 3 sujets. C'est sur la sensibilisation à la radicalisation, le cyberharcèlement et la sensibilisation contre les écrans. Donc déjà là, on a de la contrainte d'objectifs on est obligé, nous, à la fois de répondre à ces peurs, à ces angoisses, à ces demandes-là, tout en essayant d'aborder la chose d'un autre point de vue, pour essayer, nous aussi, de rester, de ne pas passer notre temps à crier au loup. La deuxième contrainte, en général, c'est au niveau des publics qui arrivent dans leur temps volontaire, qui arrivent, pour la plupart, pour qu'on leur confirme ce qu'ils pensent de base. La plupart des publics qui ne sont pas captifs et qui viennent à un ciné-débat sur le thème des écrans ou qui viennent à un atelier de création sur les réseaux sociaux veulent qu'on leur confirme que c'est mal, que c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ? Et il y a un lien, excuse-moi de t'interrompre, il y a un lien entre les 2 premiers points. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un parent ne va pas volontairement s'exposer pendant 2 ou 3 heures à un discours qui va lui dire « tu as mal fait ton taf, tu es un mauvais parent parce que ton gamin, il a vu une tablette avant 3 ans ou quoi que ce soit ». Donc la position des professionnels rend encore plus difficile la mobilisation du reste du public. Exactement, et même pour cet exemple des parents, il faut qu'on fasse attention aussi à ne pas passer 3 heures à leur dire « c'est pas ta faute, c'est celle des réseaux sociaux, leur structure, leur économie ». Voilà, donc de toute manière, la plupart des choses sont n'ont pas une seule réponse, et c'est quelque chose qui est toujours très délicat dans notre posture entre nos convictions personnelles, les valeurs qu'on transmet, d'essayer de trouver cet équilibre
dans la sensibilisation, dans l'acceptation des idées préalables des uns et des autres, dans le fait de faire attention à ne pas transmettre uniquement les nôtres et de favoriser le débat. Et c'est là que c'est toujours très intéressant, en particulier hors temps scolaire, où c'est là que les opinions, du coup, sont les plus, en tout cas, sont les plus exprimées, moi, je trouve. J'en profite pour vous demander à tous rapidement l'évolution de l'EMI au cours de ces dernières années, notamment avec des moments assez importants de ce qu'on a vécu au cours de ces décennies, les attentats, le confinement. En quelques mots, chacun, qu'est-ce que vous pouvez marquer comme temps fort de cette évolution ou constater Alors, dans la pratique des ateliers qu'on fait, ce que ça a provoqué, c'est ce type d'information, ce type d'événement, c'est un besoin encore plus fort de questionner la notion de vérité dans les médias. Les dissensions, la distance qu'il peut y avoir entre le public et les médias vient de cette impression pour certains que le livrable des médias, c'est la vérité. Or, non, les livrables des médias, c'est une capacité accrue à se forger une propre opinion. Et vraiment, dans un environnement où il y a beaucoup d'informations différentes, avec parfois des publics qui vont s'identifier à une partie plutôt qu'à l'autre ou quoi que ce soit, c'est vraiment la notion de vérité. Il n'y en a pas, hein, breaking news. Et donc, du coup, ça a vraiment renforcé ce besoin-là. Alors l'évolution dans les pratiques, moi très simplement, je ne serais pas là si les pratiques n'avaient pas évolué. Tout simplement, je suis une professionnelle de la création des médias, je suis communicante et je pense que l'éducation aux médias et à l'information est en mutation du coup, enfin, de ce que j'ai pu comprendre hein, de ces dernières années pour favoriser du coup l'ouverture à des intervenants et des intervenantes et des professionnels du coup qui viennent de différents milieux. Et je pense que notre arrivée du coup et notre structuration sur ces dernières années fait partie de cette mutation dans les demandes, en tout cas d'éducation aux médias et à l'information, voilà, qui nous permettent nous de nous exprimer, de transmettre en complémentarité avec les autres métiers d'éducation et de professionnels. Oui, tout à fait d'accord. Et nous, peut-être ce qu'on a constaté à FECOF, nous, au départ, on était parti beaucoup sur le côté fake news, théorie du complot. C'était un peu la marque de fabrique, c'était dans un contexte post-Charlie Hebdo, où nous-mêmes, parmi les cofondateurs, on avait été la cible de rumeurs, pour vous la faire courte, après les attentats de Charlie Hebdo. Il y a des journalistes qui se sont réfugiés sur le toit, certains portaient des gilets pare-balles parce qu'ils faisaient partie de l'agence Première Ligne Télévision, celle qui produit notamment Cache Investigation. Et certains d'entre nous y travaillaient et étaient sur le toit à ce moment-là. Et donc comme Première Ligne, ils vont parfois sur des terrains de guerre, ils ont des gilets pare-balles dans l'agence. Et là, quand les tirs de Kalash ont commencé, ils se sont réfugiés sur le toit. Et donc après coup, quand les images ont fait le tour du monde, certaines personnes ont commencé à mettre sur les réseaux, mais ces journalistes étaient certainement au courant avant, voire complices. Donc ça allait très très loin dans les allégations qui ont pu être portées à ces journalistes, qui par ailleurs ça a été quand même très très difficile pour eux de voir leurs collègues. Voilà, donc ça rajoutait de la difficulté et du narratif à démonter dans un temps déjà très compliqué. Et à la base, donc, on était vachement parti sur le côté fake news et théorie du complot. Et ça, je trouve qu'avec le temps, chez FECOF en tout cas, on déconstruit l'importance, ça a été aussi abordé hier par le sociologue Dominique Cardon, sur le fait que finalement, la confrontation des jeunes à la désinformation, voire aux théories du complot, donc à un type de désinformation très précis et encore plus huge, massif et compliqué à désamorcer, finalement, elle est infime, je veux dire, en volume. C'est-à-dire, bien sûr, avec les réseaux sociaux, les médias sociaux en volume, il y en a beaucoup plus, mais je veux dire, elle est infime en proportion. Il donnait des chiffres hier. Finalement, ils ne sont pas tant que ça confrontés à ça, et peut-être qu'on a eu un focus trop gros sur ça. Et donc, il y a plein d'autres manières de s'informer, il y a plein d'autres réflexions à avoir, et trop focaliser là-dessus, nous, c'est le mea culpa qu'on fait aujourd'hui, et ça a évolué, et on va moins vers ça aujourd'hui que ce qu'on avait avant. Et effectivement, pour finir, le point commun de ce qui s'est passé après Charlie, de ce qui s'est passé après Samuel Paty, des Gilets jaunes, de tout ce qui a pu se passer pendant la crise du Covid, c'est l'algorithmie. Donc c'est aussi vraiment passer du temps à expliquer ce concept d'algorithmie, si et alors, un lien logique. Si on parle des publics avec des besoins spécifiques, parfois ce lien logique, il est plus difficile à faire entendre et à matérialiser avec certains publics qu'avec d'autres. Donc c'est un des gros autres chantiers, on va dire, par rapport à ça. Rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, on n'a pas abordé la question de la formation ou de l'auto-formation, en quoi c'est important de former finalement ces professionnels de la jeunesse. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est compté, donc...
Il y a souvent de l'auto-formation, non, vous l'avez évoqué. Voilà. Compliqué. Alors, de toute façon, il y a forcément de l'auto-formation à un moment ou à un autre, parce que si on veut pouvoir aborder toutes les différentes dimensions de l'éducation aux médias, quand on parle de médias numériques, enfin, c'est un cursus complet, quoi. Et moi, les jeunes que j'accueille chez Fréquence École, j'ai pas le temps de leur transmettre l'expérience accumulée en 20 ans, donc il y a forcément de l'auto-formation. Après, ce qui est important, c'est de réussir à vraiment identifier les différents compartiments, c'est-à-dire que l'éducation aux médias et au numérique, c'est pas une matière, ça a été dit ce matin, c'est plein de compétences, plein de savoir-être, de savoir-faire, de savoir qui se percutent dans le monde dans cet objet-là. Et donc, il faut réussir à les conscientiser à l'importance du truc, les enjeux, à leur transmettre la posture. C'est-à-dire que la posture, parfois, est même plus importante qu'autre chose. C'est-à-dire que si vous êtes en situation d'animation et que votre réponse aux questions, c'est « mais de toute façon, c'est tout pourri, mais de toute façon, il ne faut pas y aller », forcément, vous n'allez pas aller bien loin. Donc, réussir à leur faire adopter cette posture positive. Et puis, après, c'est de l'accompagnement dans le temps. Et vous le savez, pour ceux qui s'y intéressent, s'intéresser aux médias, c'est s'intéresser à la sociologie, à la démographie, à l'économie, à la philosophie, à tellement de choses différentes que c'est une façon de voir le monde, c'est une façon d'essayer de le comprendre et donc d'essayer de transmettre cette grille d'analyse du monde dans lequel on vit. Et c'est un chantier sans cesse renouvelé. Marlène ? Moi, je suis très d'accord avec ce qui est dit, en particulier au niveau de notre expérience. Je pense que quand on nous demande de faire de la formation, quand on nous exprime des besoins de formation, il y a plusieurs, en particulier, moi je suis spécialisée vraiment dans les médias numériques, donc c'est ce que je ressens au quotidien. On a beaucoup de demandes en littératie numérique, en littératie technologique, au-delà de la culture numérique et au-delà de l'économie numérique. Et c'est tout cet tas de demandes du coup, qui doivent être complémentaires avec d'autres types d'acteurs. Nous, on n'en fait pas typiquement à la Fabrique Média de littératie technologique pure. On ne fait pas d'atelier de comment fonctionne Instagram. On a d'autres assos sur Grenoble qui font ça, donc on essaie de faire le lien avec ces autres acteurs. En revanche, nous, ce qu'on essaie de créer, ce sont des temps de création sur lesquels on va leur demander pendant la formation de faire une story Instagram. Qu'est-ce que ça nécessite ? Ça nécessite qu'ils aient l'application ou qu'ils essayent. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, nous, on a des comptes qui sont créés dans le cadre de ces ateliers. On ne demande jamais aux personnes de croiser l'intime et le professionnel dans ces cas-là. Et donc, du coup, de les obliger à se mettre dans cette posture de curiosité qu'on ressent nous-mêmes. On a, bien sûr, je pense qu'on a, nous, professionnels, pas le temps d'aller sur chaque réseau social, de devenir des experts du jour au lendemain, tous les 2 mois, du nouveau truc. On n'a juste pas le temps, on n'a pas forcément envie non plus dans notre temps personnel. Et donc, du coup, le plus important, et je rejoins Christophe là-dessus, c'est la formation à la posture. Parce que nous, on est là sur des temps courts ou quand on a la chance sur des temps longs, mais qui sont de toute manière comptés. Et le plus important à transmettre dans ces cas de formation, c'est que oui, ils ont le droit de l'apprendre. Et oui, ils peuvent avoir aussi envie de l'apprendre. Et ça, c'est le mieux qu'on puisse transmettre, en tout cas. Il me reste 2 questions, quelques minutes pour conclure. Avec qui vous souhaiteriez travailler dans un avenir proche et s'il y a une réponse ? Et pourquoi vous n'y êtes pas encore parvenu à ce jour ? Alors moi, je suis navrée, je vais voter en touchant en répondant à la question d'avant. Je suis absolument désolée, comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Nous, on essaye pour se former et pour être à jour, mais c'est une grosse difficulté et on en a discuté avec différentes personnes, avec Christophe, avec Marlène et avec d'autres depuis 2 jours. C'est vraiment une grosse difficulté de comment nous être toujours à jour sur les outils, sur quand on parle de fake news, par exemple, les dernières fake news, il y en a tout le temps, il y en a partout. Quand on nous parle d'un coup de la guerre en Ukraine et en Russie et qu'on nous demande un décryptage, nous, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on est spécialiste de la guerre en Ukraine et en Russie et que voilà. Donc, mais tout ça aussi dans la posture, expliquer que justement c'est pas parce qu'on est journaliste ou qu'on est prof qu'on sait tout, qu'on comprend tout, que toutes les infos sont disponibles à un instant T sur quelque chose. Et ça aussi, en fait, quelque part, le fait d'incarner qu'un encadrant sache leur dire je ne sais pas, on va chercher ensemble, etc. Ça, en fait, ça fait aussi partie de la posture qui est co-construire l'information, etc. Donc, c'est aussi une démarche un peu un pas de côté. Voilà. Et donc, dans l'asso, on essaye aussi de faire intervenir pour se former, nous,
de temps en temps, plusieurs fois par an, des spécialistes de certains sujets. Par exemple, on a eu Albert Moukaïber sur les biais cognitifs, qui est extraordinaire si vous ne le connaissez pas, qui est spécialiste des biais cognitifs. Plusieurs personnes, un sociologue. Là, on va avoir bientôt quelqu'un sur les réseaux sociaux, les influenceurs, Instagram, etc. Donc, on essaye de se former, mais ça pose clairement la question des outils et la question des financements, parce que souvent, on le fait sur du temps personnel. Ça voudrait dire que l'asso ou le collectif doit mettre en place un budget si les personnes qui viennent nous former, et c'est bien normal, demande à être rémunérée, ce qui est normal, ça veut dire qu'il faut débloquer un budget pour ça. Donc, il y a plein d'insos qui n'ont pas forcément ce budget-là. Donc, c'est un vrai questionnement et c'est une vraie difficulté qu'on rencontre en tant qu'association pour pouvoir se former et être à jour en permanence. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi par le biais des projets et quand on bosse sur des projets avec d'autres gens et d'autres spécialités qu'en fait on se forme et qu'on se met à jour aussi souvent par le biais des projets en eux-mêmes. Je vais être obligée de vous interrompre parce que je pense qu'on pourrait rester encore cet après-midi. Vous êtes assez prolixe sur la question. Alors juste en quelques minutes, l'exercice pour chacun d'entre vous, nous faire partager votre plus belle expérience sans rentrer dans les détails, puisqu'on reviendra pour certains d'entre vous sur des pitchs cet après-midi, une expérience qui a été déterminante dans vos actions. Voilà, quelques secondes pour ça. Ça c'est difficile, hein, tu m'avais dit. Et oui. Alors, celle qui m'a le plus marqué et qui, je pense, illustre le plus de choses, c'était pendant un super demain, un papa de 2 enfants relativement jeunes, il devait avoir 5-7 ans à peu près, qui vient me voir pour me demander comment il peut faire pour éviter que ces gamins ne modifient les paramètres de son téléphone. Donc ça, c'est la demande entrante. Et puis, alors en l'occurrence, la question est posée à quelqu'un d'autre qui vient me chercher parce qu'il sait que là-dessus, etc. Je commence à discuter et puis il y a la maman qui arrive et puis je comprends au bout d'un moment qu'en fait, le papa, la maman, les enfants sont là, mais en vérité, le couple est séparé avec une garde alternée. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le papa, manifestement, a peur d'être oublié par ses enfants, donc les appelle 3 fois par jour. Et donc quand il a ses enfants, il fait appeler ses enfants 3 fois par jour à la maman pour pas que la maman se sente mise de côté ou quoi que ce soit. Et la réponse au final, ça a été de lui dire, écoutez, vous savez, quand vous appelez vos enfants 3 fois par jour, en fait, 3 fois par jour, vous leur rappelez que papa et maman ne sont plus ensemble. Bon, en l'occurrence, j'étais à l'aise puisque j'étais à peu près dans la même situation au même moment, donc c'était relativement simple à produire comme contenu. Mais la demande, c'est comment je paramètre, et la réponse, c'est pas ça votre problème en fait. C'est votre rapport à vos enfants, votre rapport à la technologie. Des enfants de 5-7 ans au téléphone, qu'est-ce qu'ils peuvent raconter? Ça n'a aucun intérêt. Et donc, voilà, on est parti là-dessus et ça a été, ça m'a marqué. Je pense que c'est une expérience assez similaire. Moi, quand je réfléchissais à la question là, en préparation, tous les exemples qui me sont venus en tête, ce sont les moments, et je pense que ce sont mes moments préférés, où les participants et participantes aux ateliers ne m'écoutent plus et qu'ils sont en train de parler entre eux d'un sujet qui est lié à l'atelier de préférence et qui du coup ils sont en train de se transmettre les uns les autres des choses, de partager des expériences, et je pense que ce sont toujours les moments les plus riches et qui sont du coup très formateurs pour moi. Ça me permet de rester humble, ça me permet de comprendre que je ne suis pas le sachant, la sachante, en tout cas dans cette situation, et que la richesse elle vient d'eux et surtout elle doit venir d'eux et aller vers eux, elle ne doit pas aller que vers moi. Et l'exemple en particulier que j'ai, c'était un matin froid de février, un mercredi matin des vacances de février où il pleuvait et où il y a quand même des jeunes qui sont venus volontairement aux Biches des Chirolles parler de bulles de filtre avec moi, ce que je trouve quand même assez incroyable. Et comme on a parlé des publicités, de construire des publicités sur Instagram, il y avait un de ces enfants qui du coup voulait absolument parler de Naruto. Et c'était très bien. Du coup, il a essayé de réfléchir à comment faire une publicité ciblée sur Naruto. Et j'ai vu que, en réfléchissant à comment lui il voyait les pubs Naruto, comment lui il aimerait qu'on lui parle au niveau des pubs sur Naruto, juste de partir de cette culture-là, ça l'a fait lui pour arriver à une vraie réflexion sur comment construire une publicité ciblée pour les personnes de son âge, qu'on n'aurait pas du tout pu avoir, et de parler, mais même à la pause, avant l'atelier, ils parlaient tous entre eux de Naruto. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui, en dehors de l'éducation aux médias, mais qui, moi, m'a permis de savoir que tout le monde avait appris quelque chose, et qu'il y avait du lien qui avait été fait entre des gens qui ne se connaissaient pas, des jeunes qui ne se connaissaient pas au début de l'atelier. Et ça, c'est toujours le plus riche, je trouve. Lucille, pour terminer. En 20 secondes, non, mais on va l'aborder tout à l'heure. C'était parmi les plus marquantes une expérience en milieu carcéral qu'on pourra détailler tout à l'heure. On n'en dira pas, voilà, parce qu'on se retrouve tout à l'heure. Merci à vous, je crois qu'on peut vous applaudir. On aurait encore plein de choses à dire. C'est la pause déjeuner. On se retrouve à 13h30 ici dans cette même salle pour des pitchs avec 4 porteurs de projets. Et puis ensuite, on aura les 220 élèves qui vont nous rejoindre. Certains d'entre eux seront sur scène pour partager leurs expériences. À tout à l'heure.